Je veux simplement rappeler que suite aux ateliers du Rhum qui se sont tenus, c'était il y a novembre 2016, il y a une idée qui a germé et puis qui depuis semble prendre corps. C'est l'idée de créer ici une cité du Rhum, un petit peu à l'image de ce que Alain Juppé a fait à Bordeaux, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs, qui est la cité du vin, tout à fait remarquable. Alors je sais qu'il y a une délégation qui est venue de la cité du vin, qui est venue ici, c'est le directeur qui est venu, et que Contact Entreprise a envoyé une délégation qui a visité par conséquent cette cité du vin, et il est clair que il s'agit d'un projet qui serait un projet structurant pour nous. Et j'ai entendu dire que en Guadeloupe cette idée est en train de germer aussi. Alors sans vouloir entrer dans des compétitions, je vous dis tout de suite que je trouverais que c'est quand même insupportable pour nous l'idée que la Guadeloupe puisse se doter d'une cité du Rhum avant la Martinique. On va pas les priver de faire quelque chose, mais enfin, quand même, ce serait grave. Donc, nous n'avons pas de droit à l'erreur, et je pense qu'il nous faut mettre les bouchées doubles. Comme en général, en Martinique, nous mettons un petit peu plus de temps à passer de la conception à la réalisation. J'ai remarqué ça. Donc, il va falloir peut-être accélérer le mouvement. En tout cas, moi, je considère que c'est une idée excellente qu'il nous faut appuyer vraiment très fortement auprès de notre collectivité, mais auprès de son président, le président du conseil exécutif, bien entendu. Il faut impliquer tous nos collègues, mais il faut que nous fassions pression sur l'État également, éventuellement l'Europe. Je pense qu'il faut mobiliser tous ceux qui peuvent participer à la mise en œuvre concrète de ce programme-là. Voilà, donc voilà, je n'en dis pas plus. Je pense que vous allez, j'ai donné la parole à la présidente de Contact Entreprise et puis à Monsieur Larcher dans l'ordre que vous souhaitez pour introduire, et puis on aura un échange. Je crois que vous allez nous présenter un document que nous allons pouvoir suivre sur nos écrans, et puis ensuite on va engager un échange, voilà, que je souhaite fructueux, bien entendu. Voilà. En tout cas, il y a quand même déjà, par la présence de toute une série d'élus, et il y a un éventail très large, puisque notre opposition est représentée. Donc, je pense que c'est le type de projet qui doit permettre une vraie convergence pour l'intérêt martiniquais. Voilà, je n'en dis pas plus, et je cède la parole à la présidente. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons vous présenter ce matin effectivement un document qui va retracer un peu l'origine de cette idée de Cité du Rhum et vous dire un peu où on en est. Peut-être juste deux mots sur qui est Contact Entreprise. Contact Entreprise, donc c'est une association loi 1901 qui existe depuis maintenant 30 ans. Donc qui regroupe environ 300 chefs d'entreprise de toute taille et de tout secteur d'activité. L'objet de Contact Entreprise, c'est de montrer ce qu'est la réalité de l'entreprise en Martinique, parce que trop souvent, on a une vision un peu réductrice de l'entreprise, alors qu'une entreprise, ce n'est pas qu'une organisation qui produit un bien ou un service, c'est aussi un lieu du vivre ensemble, c'est aussi un maillon essentiel du développement du territoire en termes d'emploi, d'attractivité, et puis c'est aussi un acteur citoyen. Donc quand on dit ça, effectivement, c'est un peu notre moteur à Contact Entreprise, mais on a toute une palette d'actions
qui vont de la sensibilisation de différents publics au monde de l'entreprise via des interventions en collège, en lycée et dans des organismes. On accompagne aussi la jeunesse à mieux connaître le monde de l'entreprise en faisant des job dating ou des simulations d'entretien d'embauche. On organise des temps d'échange entre le monde de l'entreprise et puis également d'autres écosystèmes de la société martiniquaise pour qu'on puisse travailler plus en cohésion. Je pense notamment à nos déjeuners-débats auxquels le président a participé dernièrement, à des séminaires. On fait également des visites d'entreprise pour montrer la dynamique entrepreneuriale de notre territoire. Et puis, on contribue à la réflexion économique en organisant des ateliers thématiques, en produisant du contenu. Vous avez d'ailleurs des petits livres bleus, gris et orange qui sont des productions de Contact Entreprise, qui sont des idées de socioprofessionnels. C'est notre contribution un peu à la réflexion économique. Et nous mettons en lumière des projets phares, et justement la Cité du Rhum en est un. Et donc nous, on intervient un peu en outil de communication pour valoriser un peu ce projet et faire en sorte qu'il puisse voir le jour. Je vais peut-être laisser Charles présenter le Codérom, juste pour vous dire que je suis accompagnée de Jean-Paul Joannel, que je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter puisque tout le monde le connaît, c'est notre délégué général. Également, on a donc 2 membres du comité directeur de Contact Entreprise, donc qui est le comité élu, en la personne de Michel Galette et de Jean-Marc Salpêtrier. Voilà. Et puis on a également Erika Morjon qui est effectivement notre déléguée exécutive et Steve Chalonneau qui est derrière sa caméra mais qui est aussi un membre très actif de Contact Entreprise. Voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment de nous recevoir aujourd'hui. Alors, autour de ce projet, effectivement, la filière canne sucre est mobilisée. La filière canne sucre, c'est d'abord une structure qui est la SICA Cannes, qui a aujourd'hui 3 ans d'existence et qui est présidée par Justin Serraline, qui est représenté aujourd'hui par son directeur, donc Monsieur Éric Eugénie, et qui est une structure très importante pour nous parce qu'il n'y a pas de rhum sans canne. Et aujourd'hui, la canne à sucre est un sujet très important pour nous. Il faut arriver à défendre nos hectares de canne à sucre. On en a 4000 en Martinique, mais vous savez qu'on est non pas trop menacé par la banane ou par l'élevage ou par la diversification, mais plus menacé par l'urbanisme. Et aujourd'hui, les hectares de canne que nous perdons sont souvent du fait de travaux routiers, de travaux liés à des logements ou des zones d'activité. Et donc, c'est une vraie problématique pour nous et on a un vrai devoir de préserver ces terres de canne qui nous permettent de faire notre rhum. Ensuite, le rhum de la Martinique, comme vous le savez, est un rhum AOC. Donc, nous avons une structure qui est le syndicat AOC, qui regroupe à la fois donc les planteurs de canne, mais aussi les distilleries AOC. Elle est présidée par Marc Sassier, qui est juste à côté de moi, qui est donc cadre de Saint-James. Et donc, nous œuvrons dans le cadre du syndicat AOC, bien entendu, à défendre cette AOC, puisque nous sommes bien entendu le seul rhum AOC au monde, comme vous le savez. Et c'est un gros travail c'est bien d'acquérir l'AOC, mais c'est aussi un gros travail de le préserver. Donc je préside effectivement le Codérom avec un permanent qui travaille sur le syndicat et sur l'AOC, qui est Monsieur Claude Filliot, qui est donc présent aussi avec nous. Et le Codérom est la structure qui regroupe les distilleries, donc qui sont au nombre de 10 aujourd'hui de Martinique. À noter que on a toujours connu des distilleries qui fermaient. Depuis maintenant quelques années, nous avons le plaisir de voir des distilleries ouvrir. Donc on a eu A1710, donc une toute petite distillerie qui se trouve au François, qui fait 30 000 litres de rhum. Les plus gros d'entre nous font 4 millions. Donc vous voyez, c'est une petite structure, mais c'est intéressant de voir réapparaître des distilleries. Ça veut dire que notre secteur est vraiment en voie de dynamisation. Et nous avons d'autres projets de distilleries qui sont prévus en Martinique. Il y en a au moins 2 aujourd'hui, de nouvelles distilleries qui doivent ouvrir dans les 2 à 5 ans. Et donc ça montre bien qu'il y a un intérêt pour les investisseurs sur le rhum et sur ces projets de distillerie. Donc on va peut-être commencer la présentation.
donc de ce projet effectivement Cité du Rhum, qui est pour nous vraiment, pour Contact Entreprise et pour la filière canne sucre rhum, un projet territorial. On va beaucoup parler de cette notion de territorial. Et pour nous, dès qu'on parle de territoire, sans minimiser notre légitimité à parler du sujet, on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas le faire sans le politique. Et c'est pour ça que quand on va aborder le sujet, notamment de la visite qu'on a faite à Bordeaux, il est très important de noter que le politique est la structure qui a dynamisé, qui a permis la réalisation vraiment du projet de la Cité du Vin de Bordeaux. Et donc c'est pour ça que c'est très important de vous le présenter aujourd'hui. Alors, la Martinique, capitale mondiale du rhum, c'est un slogan en fait qui est ressorti après les ateliers du rhum que nous avons fait donc effectivement il y a 2 ans, donc en novembre 2016, et qui vise à se dire qu'aujourd'hui la Martinique a énormément d'arguments pour se faire. La Martinique était le premier pays producteur, territoire producteur de rhum pendant la Première Guerre mondiale. C'est une réalité. Premier territoire producteur. Avant la catastrophe de 1902, la ville de Saint-Pierre était le premier port, vous savez, de la Caraïbe, mais aussi le premier port d'assemblage. C'est-à-dire qu'on recevait des rhums de l'ensemble de la Caraïbe, qu'on assemblait et qu'on réexpédiait avec du rhum martiniquais vers l'Europe, vers les États-Unis. On avait une vraie dynamique donc de capitale caribéenne, on va dire, du rhum. Et donc aujourd'hui que le rhum s'étend au niveau mondial, cette logique de capitale mondiale du rhum est une réalité. Alors c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur une logique quantitative. Le premier pays producteur de rhum au monde, c'est l'Inde, qui est le premier pays producteur au monde de rhum, en sachant que le rhum est produit dans toute la zone, tous les pays du monde qui sont dans la zone intertropicale sont capables potentiellement de produire du rhum. On en produit en Australie, on en produit au sud des États-Unis, on en produit en Chine, on en produit en Inde, on en produit en Afrique, on en produit en Amérique du Sud. Voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui lutter en quantitatif vis-à-vis de pays comme le Brésil, mais on peut par contre se différencier par la qualité, et c'est toute la démarche de l'AOC. Et nous sommes effectivement le seul rhum AOC au monde. Et ça, c'est un vrai point important, c'est que la Martinique, de par sa petite taille, n'a pu que choisir l'approche qualitative, l'approche de premiumisation. Et même vis-à-vis des autres territoires ultramarins français, nous avons été le seul à avoir cette logique de l'AOC. Cette logique de l'AOC sous-tend beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, d'abord, dans notre ADN martiniquais, il y a le fait d'avoir cherché à premiumiser très vite le rhum. Nous sommes aujourd'hui propriétaires en Martinique de 90% des stocks de rhum vieux de l'outre-mer. Aucun territoire n'a développé autant le rhum vieux, qui est une façon de premiumiser finalement le rhum. Donc c'est une approche effectivement qu'on a eue très tôt. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les rhumiers martiniquais ont commencé à vieillir du rhum, à l'instar du cognac. Et donc cette démarche de premiumisation, si vous voulez, il fallait l'entériner dans la réalité. Et le label AOC, qui est un label français, connu dans le monde entier, était une bonne façon de premiumiser ce produit. Aujourd'hui, le rhum martiniquais est dans 100 pays dans le monde. 100 pays dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on va dans des salons, nous avons un salon qui est Vinexpo, qui se déroule à Bordeaux en mai, où nous sommes toutes les marques sont représentées. Et nous le faisons tous les 2 ans, mais nous faisons aussi des salons internationaux. Par exemple, nous sommes 4-5 acteurs à faire le salon Düsseldorf Provine, qui est un salon très important qui se déroule en Allemagne et qui nous ouvre le marché allemand, qui est quand même la première population de la communauté économique européenne, mais aussi le marché des pays de l'Est. Donc on est très tourné vers l'extérieur. On fait des salons au Japon, à Hong Kong, aux États-Unis. Vous voyez, on est vraiment très tourné sur l'extérieur. Donc capitale mondiale du rhum, c'est un vrai sens. Des qualités exceptionnelles saluées dans le monde entier, oui, parce que quand vous faites cette salon, moi je suis dans le rhum depuis 2003, j'ai fait mon premier Vinexpo en 2003, quand vous avez des Serbes, vous avez des Boliviens, vous avez des Néo-Zélandais qui viennent vous voir en vous disant « je connais votre rhum, je connais les marques », je peux vous garantir que ça vous surprend beaucoup. Et vous en êtes très fiers. Et c'est vrai que ces qualités de rhum de la Martinique sont aujourd'hui reconnues dans le monde entier, c'est une vraie réalité. J'ai eu l'occasion d'être avec un président de région aux États-Unis, quand il a découvert le travail qu'on fait aux États-Unis, où nos marques sont présentes certaines depuis plus de 30 ans, à New York, à Los Angeles, à Miami, on est très surpris de découvrir cela, mais les rhumiers, effectivement, depuis très longtemps, ont eu cette démarche, effectivement, de conquérir le monde entier et de, quelque part, porter la Martinique
dans tous les pays où nous avons été. Parce que notre façon à nous de promouvoir le rhum, c'est de dire qu'on est martiniquais. On va parler d'AOC, on va parler bien entendu de rhum agricole, tout cela. Mais le premier mot qu'on utilise, c'est Martinique. C'est vraiment c'est pour ça d'ailleurs que le rhum AOC, et c'est le rhum AOC Martinique. C'est très important. Notre territoire est notre marque. C'est notre première marque, la Martinique. Donc, deuxième culture de l'île et deuxième produit à l'exportation. C'est très important dans un pays, la France, qui a beaucoup de mal avec l'alcool. Et on en parlera tout à l'heure sur la problématique de la taxation. Mais on se rend bien compte que pour la France hexagonale, le marché les ventes de spiritueux et de vin, c'est la deuxième source de devises après l'aéronautique. Mais on le sait pas assez. Voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours la France est toujours dans cette logique à fluctuer entre une culture très hygiéniste qui est portée souvent par le ministère de la Santé et une culture plus pragmatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Martinique a aussi à faire ce travail de se dire aujourd'hui, oui, nous sommes producteurs d'alcool, mais nous ne sommes pas des alcooliques. Et nos Martiniquais ne sont pas les plus gros consommateurs d'alcool français. Nous sommes très loin derrière les territoires Bretagne, nord de la France et Lorraine. Et c'est en ce sens que la taxation qui va se mettre en place de 2,40 € par bouteille à partir du 1er janvier 2020 et qui va s'étaler sur 6 ans est très injuste pour notre territoire. Dit distillerie et négociants éleveurs, c'est assez exceptionnel d'avoir autant de distilleries sur un petit territoire comme le nôtre. Pensez qu'à Sainte-Lucie, il n'y en a plus qu'une seule. À Barbade, il y en a 3. Et donc d'avoir aujourd'hui 10 distilleries, comme d'ailleurs la Guadeloupe aussi, qui a des petites distilleries aussi, c'est vraiment une situation assez exceptionnelle que nous avons et qui est sans doute due notamment à un soutien public qui est là aussi, qui se fait au travers notamment des fonds européens et la défiscalisation qui nous permettent effectivement aujourd'hui de maintenir nos outils industriels. Il est clair que sans ces aides publiques, nous aurions eu énormément de mal à résister à la tentation de concentrer nos activités. Donc aujourd'hui, nos distilleries sont réparties sur tout le territoire, elles ne sont pas concentrées sur le centre de l'île, on est vraiment sur toute la Martinique. Et c'est vraiment, je pense, une chance pour la Martinique d'avoir cette structuration du territoire qui se fait par ces distilleries et donc par ces champs de canne. Dans certains territoires, les distilleries sont le deuxième employeur, donc derrière les emplois publics. On a 200 planteurs, et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, qui sont maintenant regroupés au sein d'une SICA. Important parce qu'il faut faire corps, il faut faire unité. Important parce que dans ces 200 planteurs, il y a des gros planteurs, il y a des moyens planteurs, il y a des petits planteurs. Et on a vraiment une démarche collective qui est importante. Je disais tout à l'heure, sans canne à sucre, pas de rhum. Et c'est vrai que la canne à sucre de la Martinique est AOC. Oui, la notion d'AOC, c'est une notion de terroir, donc de terre, mais aussi de canne. Et donc, on a sélectionné des cannes à sucre qui ont le label AOC. Donc, il y a eu un vrai travail de fait de sélection pour que ces cannes puissent être utilisées pour le rhum AOC. Un produit patrimonial, c'est clair, avec 4 siècles d'histoire. Lorsque nous avions fait la présentation avec des ateliers du rhum, monsieur Gilbert Pagot nous avait fait une présentation historique, c'était très intéressante. Nous avons l'habitude, un de nos adhérents, Madame Nesson, dit souvent en fait que nous avons fait acte de résilience au niveau du rhum. Et c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui effectivement une histoire avec 2/3 de notre histoire qui est sous esclavage, donc sous ce crime contre l'humanité qui a eu lieu. Mais il y a aussi cette réalité d'un travail qui a été fait par la filière pour sortir de cette zone sombre de notre histoire pour aller vers une partie beaucoup plus lumineuse. Et c'est effectivement cette démarche de résilience, d'excellence, d'appropriation par la population de son produit que nous avons entamé depuis maintenant plus d'1 siècle. Donc, produit patrimonial, oui, parce que derrière le rhum, il y a d'abord des personnes, des savoir-faire, des métiers. Je citerai le métier de maître de chai, par exemple, qui est un métier exceptionnel que nous avons en Martinique. Nous ne le savons que trop peu, mais aujourd'hui, nous avons des personnes de qualité exceptionnelle qui font nos produits au niveau de nos vieillissements, par exemple, et la préparation de nos rhums blancs. On peut parler aussi des personnes qui sont dans les distilleries. On l'appelle pas comme ça, maître des colonnes, mais c'est quelque part cela. C'est des personnes qui gèrent nos colonnes à distiller, les distillateurs, et qui sont vraiment des vrais savoir-faire. Et bien entendu, les savoir-faire agricoles, qui est aussi très important. Alors c'est vrai qu'on parle d'une filière canne sucre rhum, je ne vais pas oublier donc la partie sucrerie, qui est une partie aussi très importante. Et là aussi, on a
une seule sucrerie aujourd'hui en Martinique, donc celle du Galion, et elle fait partie intégrante de notre filière et nous sommes très fiers. Certes, c'est une petite sucrerie par rapport à celle de La Réunion. Pensez que les sucreries de La Réunion font broie 1 million de tonnes de canne, quand celle du Galion est autour de 50 000. Donc on est effectivement dans un rapport de 1 à 20. Donc on n'est pas du tout dans la même proportion. Mais c'est vrai que ce sucre de la Martinique est une spécificité à des qualités très particulières. Je suis moi un des utilisateurs avec le chocolat Hello, et je peux vous dire que je ne veux en aucun cas changer de sucre. Parce que le sucre du Galion a des spécificités que n'a pas le sucre de la Guadeloupe, que n'a pas le sucre de la Réunion. Et nous veillons d'ailleurs avec la sucrerie du Galion, au niveau du chocolat Hello, à utiliser que le sucre originaire de la Martinique quand nous faisons notre produit. Donc ce sucre est effectivement très important, cette sucrerie est très importante dans notre filière. Donc un patrimoine vivant très important. Alors le rhum, 3e alcool le plus consommé au monde, derrière le whisky, la vodka, mais surtout un alcool qui aujourd'hui est le premier alcool consommé pour faire des cocktails. C'est un alcool aujourd'hui qui a le vent en poupe. Le marché mondial du rhum est plutôt stable, voire parfois un petit peu en baisse, mais le marché du rhum premium, lui, est en progression de 2 chiffres chaque année, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, et le rhum martiniquais est dans ce marché du rhum premium. Donc on a effectivement une très grosse opportunité de développement là-dessus. Donc une démarche d'excellence effectivement comme vous l'avez indiqué depuis effectivement la notion de rhum agricole au XVIIIe siècle. Peut-être juste pour faire un rappel historique mais très très court sur notre histoire, la Martinique, comme toutes les îles de la Caraïbe, ne se différenciait pas des autres territoires de la Caraïbe au milieu du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que nous faisions du rhum, du sucre, hein, et nous avions derrière la production de sucre du rhum industriel, à l'instar de ce qu'on fait aujourd'hui au Galion. Toutes les îles de la Caraïbe étaient sur la même logique. L'arrivée de la vapeur dans les usines, au travers notamment de Eugène Bougenot, a fait que nous avons restructuré nos filières avec la mise en place d'usines centrales. Ces usines centrales ont donc amené des moyens financiers, ont donc concentré des moyens humains, concentré la production sur des pôles en Martinique, et ont obligé les 300 à 400 distilleries sucreries qui existaient sur le territoire à se réorganiser, à faire des choix. Soit d'être uniquement planteurs, soit de complètement disparaître, soit de devenir un rhum habitant qui a commencé à naître dans les mornes, là où les voies ferrées n'arrivaient pas. Et ce rhum habitant, qui était plutôt décrié, qui n'était pas du tout un produit noble au départ, a été l'ancêtre de notre rhum aujourd'hui AOC. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de territoires de la Caraïbe qui ont eu cette démarche. Seuls la Martinique et la Guadeloupe ont eu cette démarche de ce rhum agricole. Donc une histoire effectivement de ce rhum agricole qui date du XVIIIe siècle, qui a été labellisé label rouge en 1973. Donc on a été le seul rhum label rouge au monde. Et donc ensuite labellisé AOC en 96, un très grand combat qui a été mené par Jean-Pierre Chevrillon pour arriver à obtenir des autres AOC qui considéraient le rhum comme un produit bas de gamme. Je peux parler du cognac, je peux parler du champagne, mais surtout le cognac. Ils avaient beaucoup de mal à admettre que le rhum puisse être labellisé AOC. Et le mérite de nos prédécesseurs au niveau de la filière, c'est d'avoir obtenu ce label AOC pour 3 produits, à la fois pour du rhum blanc, à la fois pour du rhum vieux, et aussi pour l'élevé sous bois. Et ça, c'est une démarche remarquable. Dans les années 80, nous avons effectivement au départ un petit peu subi l'arrivée des touristes dans nos distilleries, qui frappaient un peu à la porte de nos structures, en nous demandant est-ce qu'il était possible de visiter. Et nous avons compris qu'il y avait là une opportunité de développer ce qu'aujourd'hui on qualifie de spiritourisme. Et on a fait donc un gros travail patrimonial de préservation de nos patrimoines dans les années 90 pour arriver à ce que ces touristes qui viennent sur nos sites puissent vraiment ne pas venir que dans des boutiques, mais venir sur des parcours de visite. Et chaque distillerie a su développer finalement des spécificités fortes. D'aucuns vont choisir d'évoquer la distillation et l'art de la distillation, d'autres vont développer les jardins, et d'autres l'art contemporain. Et c'est vrai que cette démarche effectivement des distilleries a permis de développer un tourisme patrimonial qui est aujourd'hui très important et très prisé. Un touriste allemand, quand il vient en Martinique, il peut pas faire 7 jours de plage, sinon il repart avec la peau complètement brûlée. Il va faire 2-3 jours de plage et le reste, il va venir dans le pays intérieur. Et c'est là où notre proposition de spiritourisme les intéresse.
Bien entendu, ça intéresse aussi le tourisme américain et bien entendu le tourisme hexagonal. 2018, nous avons reçu 800 000 visiteurs dans nos distilleries. C'est un chiffre très important. Alors bien entendu, certains de ces visiteurs ont fait 2 à 3 distilleries. Et ça fait de nous aujourd'hui la première région spirituisme de France. Nous sommes très largement devant le Cognac, devant d'autres régions. Donc on est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne regarde pas trop ce que fait la Charente sur cette démarche de spiritourisme. On regarde plus ce que font les viticulteurs et les producteurs de vin, et on regarde beaucoup plus l'œnotourisme, et c'est pour ça que notre regard sur l'Alsace ou sur Bordeaux est intéressant, parce qu'eux, ils ont aussi la même démarche que nous, ils ont plus de visiteurs à Bordeaux aujourd'hui, bien entendu, que nous, sur cette logique de l'œnotourisme. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment le chiffre d'affaires direct généré par le spiritourisme, mais quand on élargit, effectivement, on arrive à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés grâce à cette démarche de spiritourisme. Avec aujourd'hui vraiment une production de 16 millions de litres qui est tournée essentiellement vers l'export. Nous exportons 70% de nos volumes directement par nos soins, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui exportons vers l'extérieur, et sur les 30% qui sont vendus localement, la moitié part dans les bagages de nos visiteurs ou des Martiniquais qui partent à l'extérieur. Donc vous comprenez qu'il y a aujourd'hui que 15% de notre production qui est aujourd'hui consommée localement. Le cognac, lui, il est à 3%. Et notre dynamique aujourd'hui est vraiment d'augmenter cette part effectivement exportée. Aujourd'hui, on a effectivement un travail qui est fait aujourd'hui autour du spiritourisme que nous faisons avec le CMT, avec qui nous travaillons très régulièrement, pour arriver à faire en sorte que le rhum devienne un motif spécifique de venue en Martinique d'une clientèle épicurienne haut de gamme. Il faut savoir aujourd'hui que cette notion de valorisation des savoir-faire culinaires, gastronomiques, alcool dans le monde entier se développe. Des régions comme des régions du Portugal, dans le Porto, le travaillent très bien. Vous avez ça dans la Napa Valley, vous avez cela dans la région de la Tequila. Il faut savoir que la région de Tequila est une région au Mexique qui fonctionne très très bien avec des fondations d'art contemporain, des très grosses haciendas qui drainent des millions de touristes aujourd'hui au Mexique sur ce savoir-faire que les Mexicains ont sur la tequila, et qui appelle une clientèle plutôt moyenne gamme, haut de gamme, ce qui est intéressant pour le territoire. Parce que c'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat important, qui est une clientèle qui est internationale, et ça c'est très important de le noter, et c'est une clientèle aussi qui n'est pas forcément saisonnière. C'est-à-dire qu'on vient dans nos distilleries toute l'année, même si bien entendu on est soumis à la fluctuation du balnéaire, mais on a aujourd'hui vraiment des possibilités de réception de touristes toute l'année. Certains de nos sites, au moins 3 d'entre eux, sont ouverts 7 jours sur 7 toute l'année. Ils sont ouverts le 1er janvier, le 1er mai, le 22 mai. On est ouvert toute l'année. Et pour nous, c'est important parce que, si vous voulez, c'est un peu comme les stations de sport d'hiver. Pour quelqu'un qui va au ski, il n'y a pas de dimanche. Pour nous non plus, il n'y a pas de dimanche. Et donc, on est ouvert tous les jours. Et c'est pour nous très important de pouvoir offrir aux touristes donc cette notion d'ouverture donc tous les jours. Les origines du projet, on voit effectivement avec la présentation que vient de faire Charles que c'est un projet qui fait vraiment sens sur le territoire, et notamment dans le cadre de cette politique spiritouristique et cette stratégie spiritouristique qui est menée par la filière. Le projet n'est pas sorti ex nihilo d'un chapeau, il a vraiment un sens, il est rattaché à une culture, il est rattaché à une réalité. Et c'est vrai que lorsque nous avons fait les ateliers du rhum et de la canne en 2016, on a commencé à parler de capitale mondiale du rhum, et on a mis en exergue des exemples, notamment comme celui de la cité du vin de Bordeaux, qui pourraient effectivement être des exemples inspirants. Et c'est pourquoi Jean-Paul Joannel s'est rapproché de Philippe Massol courant 2018 afin de l'inviter dans une de nos conférences pour qu'il puisse effectivement venir nous parler un petit peu plus de la cité du vin. Il a accepté et il est venu le 11 octobre 2018, donc le directeur de la cité du vin à Bordeaux
Nous avons fait salle comble ce jour-là, alors qu'il y avait d'autres événements assez importants le même jour. Et on s'est dit, tiens, c'est un projet qui intéresse. On avait à la fois des étudiants, à la fois des sociopros, des élus. Enfin, on a senti qu'il y avait un vrai engouement autour de ce projet. On a utilisé la venue de Philippe Massol pour effectivement lui faire le tour des distilleries de la Martinique, du potentiel spiritouristique de la Martinique. Il en est reparti enchanté, très surpris de voir à quel point la Martinique était dotée d'infrastructures et de structures performantes au niveau des distilleries. Et il est reparti enchanté et il est très acquis et très sensible à ce que nous puissions sur le territoire martiniquais construire cette cité du Rhum et développer cette cité du Rhum. Je disais qu'on a fait ça le comble lorsqu'on a communiqué sur nos réseaux sociaux autour effectivement de ce projet. On a senti qu'il y avait un engouement, on a eu beaucoup de vues, on a eu aussi beaucoup de sollicitations de journalistes. On sent que ce projet, comme vous le disiez tout à l'heure, Président, peut vraiment fédérer, est un projet vraiment de territoire. Alors, quelques mots sur la cité du vin de Bordeaux, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que c'était un modèle qui était sinon duplicable en l'état pour une cité du Rhum, mais pouvait vraiment nous donner un point de départ à structurer le projet qu'on pourrait mener avec la cité du Rhum. Donc on est donc allé faire une visite sur la cité du vin donc en novembre dernier avec une délégation martiniquaise et on a découvert donc un équipement vraiment très très intéressant. Vous avez une photo là du bâtiment, de l'architecture qui a été conçue, donc une architecture très innovante, très attractive, très architecturée donc. À l'intérieur, le contenu est important parce que alors l'association qui a travaillé en amont donc à Bordeaux a travaillé quelques années à bien structurer un contenu parce que c'était important pour eux que ce contenu ne soit pas uniquement commercial mais soit aussi patrimonial, soit ludique, soit attractif, soit générique et ils ont un positionnement qui est un peu Bordeaux capitale mondiale du vin. Et donc ils ont fait le choix d'ouvrir, non pas de mettre en avant le vin de Bordeaux, mais tous les vins, être un peu l'équipement référent du vin mondial. Donc ils ont travaillé des contenus extrêmement ludiques, attractifs, pédagogiques. C'est un véritable centre culturel et artistique autour du vin. Avec des espaces commerciaux certes, mais aussi beaucoup d'ateliers ludiques très très bien pensés. Et donc du coup, ce contenu-là très ouvert et très très pédagogique leur a permis de devenir fondation reconnue d'utilité publique. Alors, ça peut paraître paradoxal puisque il y a la promotion du vin, mais ce n'est pas la promotion du vin, mais vraiment des cultures du vin. Et donc du coup, ça leur a permis d'avoir cette structure assez originale de fondation privée reconnue d'utilité publique. Et donc de pouvoir aussi faire appel à du mécénat d'entreprise. Ils ont pu du coup dans leur business model émarger à certains fonds qui sont spécifiquement réservés à la structure d'utilité publique. Quand on parle de cité du vin de Bordeaux, on parle aussi d'un écosystème économique parce que ils ont conçu cet équipement de façon très ambitieuse pour que ce soit vraiment un levier de développement sur la ville de Bordeaux. C'est 750 emplois durables créés, dont 250 emplois directs. Donc on voit bien que c'est un levier pour l'emploi au niveau de Bordeaux. Et ça le serait avec un projet aussi ambitieux pour la Martinique. En 2 ans, en 3 ans d'activité, ils en sont maintenant à une fréquentation de 500 000 visiteurs par an. Donc en 2017, ils étaient à 500 000 visiteurs. Le maire de Bordeaux à l'époque, avec l'association de préfiguration, a fait le choix, suite aux études, de positionner cette cité sur une zone qui était un peu en friche, qui était un quartier un peu délaissé. Et avec la construction de cette cité, c'est tout un quartier qui a été redynamisé.
et donc des nouvelles constructions, un quartier qui est devenu vraiment qui est sorti de terre alors que c'était une friche industrielle. Donc du coup, c'est aussi un levier de développement et d'aménagement pour la ville de Bordeaux. Et puis un point très important parce que les acteurs professionnels du vin à Bordeaux avaient des inquiétudes légitimes au départ du projet en se disant est-ce que ce projet ne viendra pas en concurrence avec nos structures. En fait, ils ont conçu le projet pour qu'en fait, et c'est ce que nous disait le président des professionnels, on a conçu le projet pour faire grossir le gâteau et non pas le diviser. Et ce contenu a été bien pensé. Et les chiffres de retombées qu'ils ont sont très très encourageants puisque eux ils enregistrent au niveau des visites sur le territoire de Bordeaux plus 20%. C'est-à-dire que il y a à la fois 20% de touristes qui dans les enquêtes qui sont faites indiquent qu'ils viennent pour la cité du vin. Donc au départ, il y a 20% de touristes en plus qui viennent pour la cité du vin. Et lorsque nous avons visité également des châteaux, notamment à Saint-Émilion, on s'est renseigné auprès des professionnels et ils nous ont confirmé que dans leurs stats, ils avaient aussi, depuis l'ouverture de la Cité du Vin, enregistré des hausses de fréquentation de leur propre structure de 20%. Donc ça a été vraiment un produit d'appel pour la dynamique spiritouristique de la région de Bordeaux. Donc, comme je vous le disais, donc on est parti en voyage d'études du 20 au 23 novembre dernier. On a pu effectivement faire la visite de la Cité du Vin, rencontrer Alain Juppé, qui nous a parlé effectivement de cette volonté qu'il avait eue de porter le projet politiquement aussi, parce qu'il avait cette vision d'un outil vraiment structurant pour le territoire. On a rencontré la Chambre de commerce, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le Crédit agricole Aquitaine. Et puis donc vous avez aussi là donc les noms et une photo de la délégation qui effectivement était une délégation composée à la fois de socioprofessionnels, d'élus. Voilà, on sentait qu'il y avait une vraie envie de découvrir et d'aller un peu plus loin dans la démarche de compréhension du business model de la Cité du Vin. Alors notre Cité du Rhum, où en est-on? Puisqu'effectivement, c'est encore un projet qui est embryonnaire. Donc on a depuis donc 2018, au cours de l'année 2018, utilisé à la fois la venue de Philippe Massol pour pouvoir communiquer sur le projet, et donc du coup on a activé une communication sur le projet pour commencer à sensibiliser, informer, faire des tours de table, voir un petit peu comment réagissait à la fois l'opinion publique à ce projet, les différents acteurs. Donc on a au niveau de contact effectivement fait jouer notre capacité à mobiliser, notamment via des relations presse et des organisations d'événements. Donc on a commencé la communication sur le projet. L'idée c'est qu'on puisse très rapidement dans les jours à venir constituer l'association de préfiguration du projet, un peu sur le modèle de Bordeaux. Pour pouvoir concevoir ce projet, ils ont d'abord constitué une association de préfiguration avec toutes les parties prenantes et les acteurs qui étaient intéressés par le projet. À la fois des élus, à la fois des sociopros, à la fois le chef de projet qui était déjà Philippe Massol, hein, qui est maintenant le directeur de la Cité du Vin. Donc vraiment toutes les parties prenantes pour pouvoir lancer les études, puisque ce projet-là ne peut pas se faire par il faut vraiment qu'il y ait des études. Donc du coup, l'idée c'est que l'on puisse dans les jours à venir déposer les statuts de l'association et prévoir la première réunion de l'association de préfiguration courant février. Donc le contact des acteurs potentiels est en cours, hein, c'est aussi pour ça qu'on vous rencontre ce matin. On a eu l'occasion d'avoir pas mal d'échanges lors des 2 temps forts qui étaient la visite de la Cité du Vin et également la venue de Philippe Massol. Et on sent que tant dans les chambres consulaires que certains acteurs bancaires seraient partis, effectivement, seraient
serait vraiment partant pour effectivement s'associer au projet. On sent vraiment qu'il y a une véritable cohésion dans la mise en place de ce projet. Et puis donc les premières études devraient être lancées également prochainement, puisqu'il faut étudier les différentes hypothèses en termes de lieu, de business model, de fréquentation, puisque le lieu doit être choisi en fonction de la rentabilité de la structure notamment. Donc toutes ces études-là devront être très rapidement lancées. Sur les études de préfiguration, je te redonne la parole, oui. Charles. Donc, effectivement, on ne peut pas envisager un tel projet sans une démarche d'études de préfiguration. Donc, concrètement, nous avons donc envoyé un courrier déjà, nous, au niveau de la filière, en tant que filière, donc au président de la gestion, enfin la personne qui s'occupe de la gestion des fonds européens de la CTM, donc Monsieur Miguel Laventure, pour demander donc une demande de cofinancement donc d'une préétude d'une étude de préfiguration. Pour ce faire cette étude, en fait, pourquoi faire cette étude? Effectivement, doit permettre d'évaluer l'opportunité pour la filière et le territoire. Je suis un sous-professionnel, donc je vais vous parler sans langue de bois. Nous, au niveau de la filière, le projet, pour l'instant, nous pensons que c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut voir la forme que peut prendre ce projet. On a quelques inquiétudes. Par exemple, savoir est-ce que ça ne va pas centraliser les visiteurs sur uniquement la cité et qu'ils ne viennent plus ensuite dans les distilleries. Ce qui s'est passé à Bordeaux semble montrer le contraire. Oui, on a de vraies questions sur le projet et on a des débats au sein de la filière sur la question. Donc c'est pour ça que l'opportunité pour la filière, c'est de savoir aussi est-ce que ce projet doit venir, parce que c'est un projet Bordeaux, entre le moment où ils ont décidé de démarrer le projet et l'ouverture de la Cité du Vin, il y a eu 7 années. Bon. Donc il est clair que pour nous, dans la démarche de spiriturisme, ce projet ne peut pas être l'unique projet que nous avons sur le spiriturisme, puisqu'on a besoin d'actions concrètes. Pour nous, dès 2019, il nous faut avoir des choses concrètes que nous devons faire autour du spiriturisme, au-delà des actions que chaque adhérent va faire. Aujourd'hui, chaque année, la filière investit 10 à 15 millions d'euros de bâtiments, de structures. Cette année 2019 verra notamment ouvrir à Saint-James, je vais en parler, ouvrir à Saint-James, enfin à Sainte-Marie, pardon, l'habitation La Salle, qui est un gros travail de restauration que le groupe propriétaire de Saint-James et de Passe-Dillon a réalisé, est en cours de réalisation. C'est un magnifique site de spiriturisme qui va ouvrir donc pour la saison 2019-2020 aux touristes et qui va faire de Sainte-Marie un des pôles importants de la filière canne sucre rhum en Martinique. En tant que directeur de Clément, nous allons ouvrir donc au deuxième semestre de cette année un bâtiment de production fait par un grand architecte parisien qui va être un très très beau bâtiment sur le site du François, où nous allons conditionner nos produits et qu'on a voulu site bâtiment spiritouristique. Donc la filière investit individuellement au niveau des adhérents. Maintenant, il faut qu'on ait un travail collectif. Et c'est ce travail collectif que nous sommes en train de réaliser sur le spiritourisme. Et la question, c'est comment la Cité du Rhum s'inscrit dans ce travail collectif que nous faisons au niveau de la filière avec les canniers et la sucrerie. Le territoire, oui, l'opportunité pour le territoire, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut sans doute un lieu emblématique pour le spiriturisme de la Martinique. Et ça ne peut pas être une distillerie, puisque nous sommes 10. On ne souhaite pas que ce soit une distillerie. Donc, sans doute, ce lieu peut être effectivement la figure de proue de notre démarche spiritouristique, que nous pouvons avoir. C'est sans doute pour cela aussi que la Guadeloupe, effectivement, a ce projet du musée des Roms et des civilisations, qui donc est un projet qu'il voudrait, semble-t-il, faire au Gosier, piloté par la Chambre de commerce donc de Guadeloupe, et auquel les sous-professionnels de Guadeloupe sont bien entendu associés, et les politiques de Guadeloupe. Il y a effectivement ce projet qui existe aussi en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe a mis en place une délégation qui est venue effectivement à Bordeaux quelques semaines à peine, n'est-ce pas Jean-Paul? Ils sont pas encore venus finalement? Semaine prochaine, voilà. Donc ils sont quelques mois après nous, mais comme disait le président Lise, il faut quand même faire attention à ce que en Martinique on parle beaucoup, il nous faut agir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance que la Martinique a par rapport à ce dossier, c'est que si, sans langue de bois,
les politiques prennent le manche. Avec sous-professionnels, les moyens des sous-professionnels en Martinique ne sont pas ceux de la Guadeloupe. La Martinique a la chance d'avoir 4 groupes importants qui sont dans le domaine du rhum. Le groupe Caillard, donc propriétaire de Saint-James, de Paz, Dillon, c'est le 2e groupe français de l'alcool et le 9e groupe mondial. Le groupe Chevrillon, propriétaire de BBS, Lamonie, Trois-Rivières, est un groupe très important aussi. Le groupe José Ayotte, le groupe GBH. Enfin, on a des moyens financiers que n'ont pas la famille Damoiseau ou les propriétaires de Bologne. Néanmoins, aujourd'hui, il est clair que la Guadeloupe arrive à se mettre en ordre de marche beaucoup plus rapidement que nous sur les projets. Et je vous cache pas que au niveau de la profession, il y a une vraie question sur l'appropriation par le politique du projet et la façon dont la Martinique se mettra en ordre de marche. Parce que nous ne pouvons pas, nous, en tant que privé, donc prendre ce projet complètement à notre charge d'abord, mais même on n'a pas la légitimité aujourd'hui pour avoir une approche aussi territoriale. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a une vraie question sur est-ce que le politique suit, anticipe. Oui, mais je le fais. Oui. Mais je le dis. D'accord, pas de problème. Ensuite, effectivement, l'étude de préfiguration est là pour nous permettre d'avoir les éléments de décision pour la localisation de cette cité, puisque cette cité peut être effectivement dans la ville capitale, mais peut être aussi dans d'autres endroits de la Martinique. Et c'est cette étude qui aidera à la positionner à la fois sur le territoire de quelle commune, mais aussi où dans la commune le faire. Comme on le précisait tout à l'heure, la cité du vin a été mise dans une partie qui était une friche industrielle et a permis finalement autour de la cité du vin de voir se bâtir tout un écosystème favorable au tourisme à Bordeaux. Avoir effectivement bien choisir le positionnement, l'idée pour nous serait plutôt d'aller dans une approche comme à Bordeaux d'une cité du rhum qui valoriserait le rhum mondial et non pas le rhum de la Martinique uniquement, parce que effectivement on souhaiterait que la Martinique, si on veut devenir capitale mondiale du rhum, il faut qu'on valorise les savoir-faire du rhum du monde entier. Bien entendu, à l'intérieur de ces rhums du monde entier, on mettra la Martinique en avant de par le fait qu'on est premier rhum AOC au monde, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche plutôt proche de celle de Bordeaux, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs cités du vin qui étaient prévues donc en France. Il y en a une qui est prévue en Champagne, par exemple. Il y en a une qui est prévue en Bourgogne. Mais la cité de la Champagne prévoit de valoriser le Champagne, et la cité des vins de Bourgogne prévoit de valoriser le vin de Bourgogne. Bordeaux a vraiment choisi d'être dans une logique mondiale, et il représente les vins du monde entier. Ensuite, effectivement, le business model de la cité, c'est effectivement un point très important. La cité des vins de Bordeaux gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent aujourd'hui. Elle a eu 2 exercices positifs. Je suis un privé, on a l'habitude de gagner de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un outil qui doit effectivement avoir un fonctionnement qui doit permettre effectivement d'avoir une logique pérenne et de permettre effectivement le développement du tourisme autour de ces produits. Dans les points d'attention effectivement que nous avons, il y a la problématique de l'intégration à l'écosystème spiritualisme, c'est d'arriver effectivement à ce que ce projet s'inscrive bien dans l'approche du spiritualisme que nous voulons pour le territoire. C'est très important, et j'en ai parlé tout à l'heure. Ça ne doit pas être un site concurrent des distilleries, puisqu'on a la chance d'amener le touriste sur tout le territoire de la Martinique. Quand il va à Deux-Pazes, le touriste il va jusqu'à Saint-Pierre. Quand il va à Lamonie, il va jusqu'à Rivière-Pilote. Quand il va à HSE, il va au Gros-Morne. Il faut surtout pas perdre cela, parce que ça permet effectivement aux touristes d'aller dans le cœur du pays. Donc il faut que ce structure soit la porte d'entrée vers les différents sites de la filière. Après, effectivement, ce projet, comme je disais tout à l'heure, ne veut pas dire qu'on va mettre tous nos moyens sur uniquement ce projet. Il y a effectivement aujourd'hui des besoins. Quand on va aujourd'hui, par exemple en Écosse, dans le Speyside, il y a un balisage routier efficient qui a été mis en place, de telle façon que le touriste, quand il se balade en Écosse, il a, en même temps que les villes qui sont indiquées d'Écosse, il a tout le balisage des distilleries. Et ça aujourd'hui en Martinique, ça n'existe pas. La matérialisation de la route des distilleries n'existe pas encore. Et ça, c'est un projet qui pour nous est très important, presque urgent, d'arriver effectivement à ce qu'aujourd'hui, le touriste, quand il sort de l'avion, et s'il veut savoir comment découvrir d'ici la Martinique, il puisse le savoir dès l'aéroport. Et qu'ensuite, quand il se balade sur le territoire, et ben finalement, il a la possibilité de se rendre compte qu'il y a un balisage routier qui lui indique les sites
que ce soit pour les cannes à sucre, que ce soit pour le rhum ou sur le sucre, qu'il peut visiter, et donc afin de découvrir notre filière. Timing, oui. Est-ce que cette Cité du Rhum, c'est la première pierre d'une démarche de spiritourisme collective, ou est-ce que c'est un aboutissement d'une démarche de spiritourisme? C'est une question aussi qui peut être apportée effectivement abordée dans la préétude. Et l'importance d'être les premiers, oui et non. Oui, si on dit effectivement qu'aujourd'hui on veut être la capitale mondiale du rhum, et que si la Guadeloupe est se positionner sur le même créneau, il y a une vraie problématique de savoir le premier qui ouvre. Voilà, c'est un vrai sujet, et on veut pas vivre le cyclotron. On est très clair, on s'engagera pas nous si on doit vivre le cyclotron. Donc nous, notre filière, on est très clair. On est les premiers rhum AOC au monde. On a l'habitude d'être leader dans l'Hexagone. On est leader du rhum outre-mer dans le monde entier. Si on a ce projet, on veut être les leaders et d'être les premiers. Donc c'est vraiment pour nous aussi très 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 important. Alors pour parler effectivement des acteurs donc du projet, donc on a effectivement trois grands groupes d'acteurs. Donc effectivement la filière, donc effectivement qui est comme on le dit engagée dans ce projet, que ce soit les canniers, les rhummiers et le sucre, et qui donc participera bien entendu à l'association de préfiguration et portera donc les études. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette demande à la CTM donc de cofinancement. On a bien mis au milieu, et c'est très important, les acteurs institutionnels et politiques, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, rien ne se fera sans eux, sans vous. Et c'est vrai que c'est un point qui est très 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 important. Et puis Contact, qui est un petit peu dans ce projet, au départ la mouche du coche, et ensuite beaucoup plus que cela, c'est-à-dire une structure qui a une haute opinion de ce que peut être la Martinique et l'attractivité de la Martinique, et qui considère que ce projet, c'est un projet essentiel pour le territoire, parce qu'aujourd'hui, oui, certes, nous sommes l'île aux fleurs, mais nous sommes avant tout l'île du Rhum. Moi, j'appelle de mes vœux que la Martinique ne s'appelle plus l'île aux fleurs, mais s'appelle l'île du Rhum. Parce que si on ne le fait pas, eh ben la Barbade le fera, ou la Guadeloupe le fera. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la Martinique a des distilleries remarquables et des sites remarquables. Et Philippe Massol, en visitant, nous disait: je suis épaté et surpris de voir la qualité de vos structures et le niveau où vous êtes arrivés, et de nous dire, vous avez vraiment une carte à jouer sur ce sujet effectivement du rhum. Après, oui, cette question qui sera effectivement évoquée dans l'étude de préfiguration, où situer le curseur entre public et privé. Voilà, je vais pas parler de PPP, mais on a vraiment sur ce sujet-là, en tout cas, une vraie réflexion à avoir sur le projet qui est apporté. Voilà. Ce projet, évidemment, Président, tu l'as souligné, si nous sommes là, c'est que nous en mesurons l'intérêt et la portée. Nous avons déjà débattu de cela, y compris avec les responsables de la filière Rhum, y compris avec Contact, dans diverses instances, notamment au Comité martiniquais du tourisme. Le Comité martiniquais du tourisme a déjà affiché très clairement sa volonté de donner à la Martinique une image de destination de spiritourisme et de faire de la Martinique la terre du rhum. Nous l'avons dit très clairement. Tout comme Cuba, c'est le cigare, tout comme l'Irlande, la vodka, etc., il faut que la Martinique soit la terre du rhum. Nous avons un handicap, c'est la route du rhum. Donc il ne faut pas, évidemment, que nous soyons deux fois perdants. Donc nous allons non seulement accompagner, mais nous allons soutenir chacun d'entre nous, en tout cas personnellement, je le fais en permanence, cette initiative. Bon, je crois que la Caisse des dépôts peut aussi vous apporter des fonds, je suis même certain, pas seulement des financements, mais aussi des subventions pour les préétudes, études, etc., de faisabilité. Ils ont des fonds pour ça, qui sont des subventions, donc vous pouvez mobiliser ça assez rapidement. En ce qui concerne le projet lui-même, j'avais cru comprendre, mais excusez-moi de mon retard, mais j'ai compris qu'il serait envisagé de le mettre à Fort-de-France, ici. Ce qui me paraît être une bonne approche. Après, la problématique que tu évoques, savoir est-ce que, ça c'est, je dirais,
c'est la problématique entrepreneuriale. Ce n'est pas nous qui allons trancher là-dessus. Mais je pense que, imaginez que ce soit sur Fort-de-France, c'est un bon fédérateur. Fort-de-France, on y produit plus de rhum, même si autrefois il y avait Dillon. Hein, mais aujourd'hui, il y a Dillon toujours, oui, on peut dire ça, mais enfin, il n'y a plus de Cannes. Favorite, c'est oui, une partie Fort-de-France. Oui. C'est un parti Fort-de-France, en partie Lamentin, en partie Saint-Joseph. Mais Fort-de-France me paraît un bon fédérateur. Il passe 400 000 touristes de croisière ici. Il y a un projet que tu connais, puisque tu fais partie de ce groupe de travail auquel nous sommes, pour le président Branchier et moi-même, avec le port, avec le Grand Port, qui est piloté par le Grand Port et la ville de Fort-de-France, qui est la liaison port-ville. L'idée, c'est de voir avec les messageries comment on peut avoir entre les messageries le bout de terrain dont le port est propriétaire, qui se trouve en face de France-Antilles, et les messageries maritimes qui résistent, comment on peut avoir un foncier suffisant pour imaginer un projet d'une certaine ampleur. Alors tu as raison, il ne s'agit pas de faire un projet isolé et perdu. Les réflexions qui sont en cours, sur lesquelles nous travaillons, consistent à faire en sorte que la Poste revienne s'installer en centre-ville. Ils sont sur les hauteurs. Quand j'avais évoqué ce sujet avec eux il y a quelques années, ce n'était pas d'actualité. Le directeur de la Poste vient ici en mars et apparemment, ils ont évolué sur cette idée et j'ai mis en relation les gens de la CIMAR avec la Poste pour que éventuellement la CIMAR rachète leur immeuble qui se trouve sur les hauteurs et qu'ils se réimplantent en centre-ville, ce qui va donner un élément supplémentaire de faisabilité économique à un projet de cette ampleur. L'idée, par ailleurs, c'est aussi avec la CGM, c'est avec eux que j'étais en réunion à l'instant. La CGM est d'accord sur le principe, alors, ils n'ont pas encore donné un accord définitif, mais sur l'idée d'avoir un musée de la marine qui pourrait être implanté dans cet espace-là, qui se situe là, juste entre là et le Fort Saint-Louis, de manière précise. Ça nécessite d'être fixé, notamment par cette commission qui travaille avec le Grand Port et autres. L'autre idée serait d'y implanter également un aquarium et un site qui soit un petit vestibule, si je puis dire, pour présenter les artistes martiniquais de qualité. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une rue de l'artisanat comme veut le faire le président de la Chambre des métiers, mais des artistes qui sont déjà connus et de renommée, quelquefois internationale, comme Charpentier, etc. Donc, je crois qu'il faut se rappeler, au niveau agricole, il faut qu'on le dise, peut-être que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, nous avons, pour la CTM, 3 pôles que nous soutenons. Nous avons le pôle banane. On a dit qu'on soutient. C'est écrit dans tous nos documents. On soutient la filière banane. On soutient la filière canne sucre. Et le 3e pôle, c'est le secteur de la diversification. Diversification végétale et animale. Donc, depuis 2016, depuis que la CTM est en place, vous regardez tous les documents, c'est écrit dans ces documents. Je dirais par la suite, je dirais ensuite que, vous savez, on a mis en place, avec la présidence je me souviens, lors des présidences d'Alfred Marie-Jeanne, au conseil régional en 2004, 98, 2004, 2010, nous avons soutenu très fortement un projet avec nos partenaires de la Guadeloupe, le projet de création de l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Mais si ce projet a abouti, c'est parce qu'il y avait une implication très forte du conseil régional de l'époque. Et de la mûrisserie, moi j'ai oublié ça. Les mûrisseries en France,
c'est à Dunkerque. Je suis allé personnellement en tant que président de la commission agriculture de l'époque, avec M. Delucy, avec tout le groupe. Nous sommes allés voir sur place le lieu d'implantation de la mûrisserie. Nous avons soutenu ce projet pour faire en sorte que notre banane, que la banane soit suivie depuis le champ jusqu'au consommateur, c'est-à-dire dans les lieux de distribution. Donc, nous avons toujours montré notre solidarité mais notre solidarité très forte pour les productions agricoles. Quant à la canne, la filière sucre canne-rhum, bon, je n'ai pas besoin de rappeler les chiffres, les montants qui sont accordés chaque année pour faire en sorte, tant au niveau des distilleries, tu as parlé des maîtres de chai, des maîtres des techniciens, des maîtres d'alcool. Bon, tu sais que nous faisons un effort conséquent pour réhabiliter, pour rénover les distilleries, pour permettre aux touristes qui viennent ici de voir que nous avons des outils performants et que nous produisons un rhum de qualité. Un rhum de qualité. Et puis à l'usine du Galion également, nous faisons avec les moyens. On peut pas satisfaire entièrement les besoins puisque nous avons un budget qui n'est pas extensible. Donc, mais on finance, on cofinance à hauteur de ce que nous avons et puis, mais pas de manière ridicule, ce que nous faisons. Donc, je crois, aujourd'hui, donc, nous sommes venus pour la présentation de ce projet. Moi, j'ai été concepteur de projet aussi. Besoin de qui laisse. J'ai été concepteur de projet. Concepteur et organisateur aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de alors, quand on fait un projet, c'est de l'idée à la réalisation du projet. Moi, je pense, d'après ce que j'ai vu ce matin, on est à l'idée toujours. C'est l'idée. Puisque les études sont en cours, l'association qui va gérer ce projet est en cours de création. Donc, on est au stade de l'idée, de la conception. Donc, je suis d'accord pour étudier avec vous, tout comme avec les autres collègues, je suppose. Yann a déjà donné son avis. Donc, disant que toi aussi, Président, tu as dit que tu es favorable à ce qu'on mette en place ce projet. Mais il faut qu'on ait les contours, vraiment, les contenants, les contenus, enfin, tout ce qu'il y a dans le projet pour qu'on puisse bien l'évaluer, l'intégrer dans l'action que nous menons au niveau du monde agricole, au niveau du monde rural. Donc, mais, je crois, et à un certain moment, je t'ai entendu parler, Charles, de Bordeaux. Je suis allé tout spécialement à Bordeaux aussi, voir un peu, et je suis allé à Saint-Émilion. Saint-Émilion, je crois que c'est un produit qui draine un public important, qui draine énormément de touristes. Et c'est, bon, si on peut mettre en place un projet bien cadré, bien ficelé, donc, et si ça présente un intérêt particulier pour la Martinique, pour nos professionnels, pour le monde rural, donc, on sera prêt. Moi, je suis prêt à le défendre bec et ongle. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je passe la parole à la présidente de Contact Entreprise, Mme Manuel, qui voudrait apporter un point de vue. Oui, merci. Je voulais juste vous dire 2 mots pour alimenter un peu la dimension constructive de nos échanges. Monsieur Monplaisir a parlé effectivement d'une hypothèse de lieu. Effectivement, alors on reste prudent sur des choses voilà, on ne présente pas des choses qui n'ont pas été validées par des études, mais effectivement, il y a eu des hypothèses de lieu qui ont été émises. Mais du coup, là, il faut vraiment que ça puisse être
corroboré par des études sérieuses. Donc, il est difficile à l'heure actuelle, effectivement, on en est encore à l'idée, mais pour passer de l'idée au projet, il faut que ces études viennent corroborer des idées de lieux et de développement. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur et d'idée du projet, à Bordeaux, c'est un projet qui se développe sur 14 000 mètres carrés. Donc la cité du vin, c'est 14 000 mètres carrés d'animation, donc c'est vraiment un gros bâtiment. Et c'est un projet qui a coûté 80 millions d'euros à la construction. Si on projette ce type d'hypothèse sur la Martinique, on pourrait être sur un projet d'environ 8000 mètres carrés, mais ça, c'est vraiment des chiffres à la louche, parce qu'effectivement, c'est un peu issu des échanges qu'on a eus, notamment avec Philippe Massol, qui, lui, trouve qu'il y a, alors c'est un magnifique bâtiment, la Cité du Vin, mais qu'il y a peut-être des espaces perdus qui peuvent être un peu plus ramassés. Donc, on peut imaginer qu'un bâtiment de 8000 mètres carrés, proposant 8000 mètres carrés de surface, serait intéressant et resterait un projet ambitieux, et que du coup on pourrait se situer aux alentours de 40 millions à 50 millions d'euros, enfin pour être un peu plus pour être en lien avec une surface de 8000 mètres carrés. Mais ça, ce sont vraiment des hypothèses qui restent à définir avec des études, voir effectivement le lieu d'implantation, etc. Très bien. Qui demande la parole? Collègue Martin. Pardon. Je crois que Madame a un petit peu devancé mes propos, parce que sans minimiser la portée des informations soutenues par le collègue Monplaisir, quant à la localisation, je crois que savoir que, si j'ai bien compris, que ce sont les études de préfiguration qui pourraient nous donner des éléments de décision. Donc, je pense qu'il faudrait que nous attendions ces éléments-là pour que nous ayons à prendre une position objective et rationnelle. Quant à moi, je pense que, s'agissant du projet lui-même, je pense que c'est un très bon projet qui devrait être un véritable levier de développement économique, non seulement en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de visibilité internationale à travers la filière spiritouristique. Et pour ma part, je pense que je porterai toute ma juste contribution, modeste contribution, pour accompagner ce projet vers la réussite. Donc, ne perdons pas de temps. Faites que les retours des études soient faits au plus tôt, pour que nous ayons les éléments tangibles pour prendre la bonne décision, notamment quant à la localisation. Collègue Patricia Tell. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, je ne reprendrai pas les propos du collègue qui vient de s'exprimer, Raphaël Martin, parce que bon, je l'ai fait mien. Je voudrais simplement rajouter que, Président, vous avez bien voulu nous présenter comme les élus de l'opposition, et donc l'opposition qui travaille pour la Martinique, des élus qui, chaque fois qu'il y a un projet qui intéresse la Martinique, nous sommes partie prenante. Nous sommes 4 ce matin, et je veux dire que, bien évidemment, il faut que nous en sachions plus, il faut que les études nous éclairent à la décision. J'ai entendu avec attention les points de vigilance que Monsieur Larcher a cités. Donc, ce sont tous ces éléments-là, donc avec les écueils levés, qui pourront nous permettre de nous exprimer et puis surtout de nous décider. Mais je voudrais dire, pour terminer, que c'est un magnifique projet et je suis vraiment contente d'avoir été là ce matin. Donc j'avais lu évidemment des choses, j'avais vu un documentaire à la télévision sur la Cité du Vin, mais vraiment ça serait une chance énorme pour la Martinique si nous pouvions aboutir. Et alors, dernière chose, comme vous savez que pour beaucoup d'entre nous le timing était serré, en tout cas j'ai décalé des rendez-vous pour venir là, donc si vous voulez bien m'excuser, je vais m'en aller. À regret, mais je dois m'en aller quand même. Merci d'être venu en tout cas. Oui, collègue Barthéléry. Bonjour tout le monde. Donc, le président, Lise m'a déjà présenté, je suis le président de la SEM du Galion. Je tenais à le dire parce que M. Larcher est totalement en phase avec nous sur le fait que
nous sommes chacun un maillon de la chaîne. Que la chaîne, la filière canne sucre rhum, nous sommes liés et que nous devons nous donner la main pour avancer ensemble. Et qu'il n'est pas question pour nous, ni pour la production de rhum en Martinique, de faire en sorte qu'il y ait une disparition de la filière sucre à la Martinique. Et M. Larcher est très attentif à ça, et notamment également les distilleries qui produisent du rhum. Donc, concernant la Martinique, on produit environ 200 000 tonnes de canne. La Guadeloupe, c'est environ 600 à 700 000 tonnes. La Réunion, c'est près de 2 millions. Pas 1 million, mais 2 millions de tonnes de canne. En Guadeloupe, c'est 700 000 tonnes de canne. Et les distilleries de la Guadeloupe ne disposent que de 50 000 tonnes pour produire le rhum. La Martinique, c'est 200 000 tonnes de canne. Les distilleries disposent de 150 000 tonnes pour la production de l'euro. C'est-à-dire qu'il reste 50 000 tonnes, et M. Larcher l'a rappelé, c'est bien ça, 50 000 tonnes à la disposition de la sucrerie du Galion. Mon inquiétude est la suivante. Je crois que la SEM du Galion, tout devra être fait pour qu'elle ne soit pas lésée dans cette surproduction de rhum qui va bientôt apparaître. Je crois qu'il y a des contingents à respecter, c'est bien ça, c'est la règle. Mais s'agissant du sucre, ce sont des quotas qui sont ouverts depuis octobre 2018, depuis le 1er octobre 2018. Donc je me battrai également pour que ce maillon-là, celui de la SEM du Galion, le sucre croix du Galion, qui est un excellent sucre, et d'ailleurs M. Larcher a insisté là-dessus, qui est peut-être l'un des meilleurs sucres du monde. C'est un sucre roux, qui n'est pas un sucre avec un design très beau, mais c'est un sucre qui est d'excellente qualité. Ce n'est pas du sucre blanc, le sucre que l'on consomme en France, qui a 10 produits chimiques pour le transformer en sucre blanc fin. D'accord? Donc ça me semble important. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour revenir à la Cité du Rhum, à laquelle je suis preneur, il semblerait que certains distillateurs soient opposés à ce que dans cette Cité du Rhum, il y ait des rhums étrangers. Mais M. Larcher a très bien expliqué pourquoi il faudrait qu'il y ait du rhum, tous les rhums du monde, dans cette Cité du Rhum. Et la deuxième chose, dans la délégation, puisque ma collègue Aurélie Nella y était aussi, enfin il me semble qu'il y a M. Joannel, Mme Aurélie Nella, il y a eu toute Mme Manuel également, enfin toute une série de personnes dans la délégation. Il me semble que M. le maire de Fort-de-France, qui lui aussi y était dans cette délégation, dans son interview, vous allez me donner des explications, parce qu'il me semble l'avoir entendu dire dans l'interview qu'il n'est pas opposé à la Cité du Rhum, mais qu'il veut faire de Fort-de-France la capitale du rhum du monde, une ville mondiale du rhum. Donc j'aimerais bien une explication sur ça, parce que je n'ai pas très bien compris. Donc j'aimerais voir quelle différence qu'il y a entre la Cité du Rhum et Fort-de-France, capitale du mondiale du rhum. Donc c'est juste une information que je souhaite. Ouais. Non, moi je dis ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu. Il a insisté en plus là-dessus. Donc ça me semble important. Si nous faisons une cité du rhum c'est la Martinique, ou une ville mondiale du rhum. Donc moi j'aimerais une explication sur ça, si on peut juste me la donner. Merci. Monsieur Larcher, vous avez une réponse? Je me garderai bien de faire une réponse par rapport au maire de Fort-de-France, mais c'est vrai que notre démarche, comme je l'ai dit au départ, l'AOC étant vraiment très liée à la Martinique, l'idée c'est vraiment la Martinique. C'est pour ça que l'étude de préfiguration, c'est sûr que Fort-de-France étant la capitale du territoire, on tend logiquement à penser que la Cité du Rhum devrait être à Fort-de-France. Mais l'étude de préfiguration va être ouverte pour effectivement voir s'il n'y a pas d'autres localisations possibles. Mais pour nous, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire de la Martinique la capitale du rhum, ne serait-ce que parce que nos distilleries, il n'y en a aucune déjà à Fort-de-France, et nos distilleries sont sur tout le territoire. Et le nord de la Martinique, c'est 2 tiers de la canne et 2 tiers des distilleries, par exemple.
Hein, donc nous on penche très au nord, on va dire. Que ce soit le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique, les distilleries sont très présentes. La sucrerie est dans le Nord. Voilà. Donc pour nous, il faut vraiment que, c'est ça que je vous disais, le vrai souci de faire en sorte que la Cité du Rhum soit une porte ouverte vers le territoire est pour nous très importante. La Cannes est au nord, la Cannes est au sud, elle est aussi au centre. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des gros volumes de développement possibles sur le nord. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir une approche vraiment, pour ça on parle de territorial. C'est vous êtes la première instance qu'on rencontre au niveau politique sur ce projet. Et on est dans une logique territoriale. Et vraiment, c'est pour nous très très important de ne pas voir, quel que soit le lieu d'implantation, on est dans vraiment une approche Martinique. Très franchement, moi je crois que il ne faut pas qu'on entre dans la municipalisation de ce dossier-là. Hein? C'est l'une de nos maladies. Mais oui, mais bon, c'est pour ça que il faut savoir se critiquer aussi. Hein. Moi, je considère que voilà, c'est précisément le genre de choses dans quoi il ne faut pas qu'on entre, hein, parce que chaque maire peut décider que c'est la capitale la capitale du Rhum doit être chez lui, etc. Non, moi je crois que c'est un projet. Il faut qu'on voit ça comme un projet martiniquais, hein, et qui fédère tous les Martiniquais. C'est ça. Le truc. Voilà. Bon. Bon, je donne la parole au président de la Commission des finances et puis ensuite à la collègue Bonner. Bon. Bien. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les exposés de ce projet. Je dis tout de suite que dans son principe, j'y adhère. Ouais. Je crois que nous avons besoin de projeter une image. Il a bien dit martiniquais. Martiniquaise. C'est bien ça. Nous faisons la synthèse de notre histoire. Il a dit les ombres et les lumières, oui. Okay. Et on se projette dans l'avenir. Alors maintenant, il y a le comment, et puis il y a la question du financement. Parce que nous avons tous des bonnes idées. Personne n'a le monopole des idées pour le développement de la Martinique. Mais qu'est-ce qui nous limite? Ce qui nous limite, c'est pas la volonté, c'est les moyens financiers. Nous avons une collectivité qui a une grande difficulté financière. Alors certains ne veulent pas l'entendre. Certains sont sourds. Nous avons 3 milliards d'engagements financiers en face desquels il n'y a pas de crédit de paiement. Ceci doit être rappelé, mais je ne vais pas engager le débat là-dessus. Donc, sur la volonté politique, il n'y a aucun doute. Alors, il faudra faire, on a parlé de PPP, on a parlé de financement croisé. C'est ce que nous avons engagé depuis 2018 sur toute une série de sujets. C'est de mobiliser les financements possibles. Le président de la Commission de développement économique, Yann Monplaisir, a donné l'exemple de la CDC qui pourrait faire subventionner les pré-études, les études de faisabilité. C'est bien ce que j'ai compris. Et maintenant, bon. Il y a aussi la BPI, pour laquelle nous travaillons. Nous sommes dans le conseil de direction, la CTM. Et puis il y a d'autres instances, ma collègue me disait tout à l'heure, la FD. Hein, bon. Par conséquent, et puis il y a d'autres fonds. Il y a le plan de convergence. Il y a le plan de convergence qui résulte des assises de l'outre-mer et qui doit être engagé bientôt. Et puis peut-être d'autres plans économiques qui résulteront de la consultation de M. Macron.
parce que j'en espère que l'on bougera un peu. J'ai écouté avec beaucoup d'intention les maires des communes rurales. J'en espère beaucoup qu'on bougera sur la question du financement des collectivités territoriales. Et ça, donc, nous ne pouvons pas nous abstraire du contexte général. Et je dirais que, effectivement, il ne faut pas jouer la commune contre la collectivité, la commune telle contre... Il faut, dans une affaire de ce genre, nous présenter face à l'État de manière coordonnée. Et ce que je souhaite, c'est que le projet soit un peu plus élaboré, de façon à ce qu'il soit absolument, au plan de la faisabilité, qui soit inattaquable, parce que dès qu'on va se présenter devant les organismes que j'ai cités, je vous assure qu'ils vont éplucher les données, les retombées économiques, et notamment les frais de fonctionnement. Parce que vous comprenez, il y a un texte qui est sorti il y a 1 an qui oblige maintenant les collectivités. On oublie ça. C'est bien de construire des trucs. Mais quand on fait un projet, il faut mesurer après les frais de fonctionnement. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait l'investissement, c'est pas fini. Il faut en mesurer le coût et comment on va assumer ce coût-là. Donc voilà ce que je voulais simplement dire, mais je répète, c'est un projet original et que je pense que nous devons soutenir après avoir éclairci ou finalisé toute une série de questions. Voilà. Oui, attends, juste une seconde, je voudrais dire quand même que... moi, je n'ai pas eu le sentiment que nos interlocuteurs étaient venus nous demander de financer un équipement public. 40 millions, c'est 40 millions, c'est un collège, quoi. Bon, pour moi, ancien président du Conseil général, on n'a pas demandé de... Ben oui. Non, mais on a dit... Ah, d'accord. Mais non, on a dit... Mais oui, mais si on compare la Cité du Vin là-bas, elle a dit 80 millions, on pourrait faire quelque chose... Bon, c'est à la louche, comme vous avez dit. Bon, pour moi 40 millions, c'est un collège moyen. Bon, voilà. Mais c'est pas un équipement public qu'on nous a demandé de réaliser. Je pense pas que c'est ça que vous êtes venus nous demander. De mon expérience, lorsque l'on veut porter un projet, le faire soutenir par l'État, par Bruxelles, etc., ce qui est très important, moi, c'est ce qu'on me demandait quand j'étais président du Conseil général. Est-ce que les élus martiniquais soutiennent ce projet-là? C'est la question qui était posée. Ne me disait pas combien d'argent vous allez mettre dedans, etc. Par conséquent, il faut qu'on arrête de penser que dès qu'on est à discuter d'un projet, que c'est tout de suite combien d'argent on peut mettre dedans, etc. C'est pas ça le problème. Est-ce que ce projet est soutenu, et est-ce qu'il est soutenu massivement par les... C'est comme ça que ça marche. Les Réunionnais, quand ils sont devant un projet comme ça, c'est comme ça, ils décident entre eux, et puis ils vont embêter le gouvernement à Paris, c'est d'ailleurs le terme qu'utilisent les hauts fonctionnaires que je connais, ils me disent ça, ils viennent nous... je ne dis même pas le terme. Voilà. Et puis, les Guadeloupéens, c'est comme ça qu'ils font. Après, on fait la cuisine de savoir combien d'argent on va mettre, etc., etc. Je pense que nous prenons le problème à l'envers. Je crois que tous nos interlocuteurs savent très bien la situation des collectivités, pas seulement de la CTM. Toutes les collectivités, le président de la Chambre régionale que j'ai vu au vœu chez le préfet, là, me disait son effarement, c'est du niveau atteint par la situation.
Tout le monde sait ça. Bon, je suis désolé, Fort-de-France qui veut être la capitale mondiale du WOM, a une capacité de désendettement de 150 ans. Voilà, c'est ça la réalité. Mais oui, bon, donc c'est pas, la CTM n'a que 10 ans et demi, si mes derniers chiffres sont bons. Bon, on n'est quand même pas dans la catastrophe non plus. Je pense qu'il faut échapper à une vision catastrophique aussi. On n'est ni dans la facilité, ni dans la catastrophe. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut recueillir, mais je pense que c'est un petit peu ça que j'ai ressenti, c'est que c'est vraiment un projet que nous allons porter. Il faut arriver à convaincre tous les autres élus, l'exécutif, que nous faisons bloc. J'ai entendu les membres de l'opposition, ils sont sur la même longueur d'onde, donc je crois que c'est positif. Alors je donne la parole à la collègue Bonner qui l'avait demandé, ensuite la collègue Louise Tell. Chers collègues, tous mes vœux pour cette nouvelle année à ceux que je n'avais pas encore souhaités. Alors, je crois que j'ai pris effectivement la mesure de ce projet, en tout cas, qui se dresse devant nous. Et je pense qu'il est important que ça soit véritablement une démarche collective. Effectivement, si nous voulons qu'il y ait une portée internationale, il faut effectivement que tous les acteurs soient mobilisés, qu'ils soient publics ou privés. Donc effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord en tant que présidente en plus de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement de la Martinique, qui pourrait effectivement porter en tout cas son soutien et son aide à une certaine réalisation d'études ou accompagnement. Je pense en tout cas, quel que soit le lieu qui aura été choisi, puisque pour l'instant il n'a pas encore été dit que ça sera sur Fort-de-France, c'est en étude. Donc pour être véritablement dans le concret, j'aurais une question à vous poser. Avons-nous un calendrier justement des études à venir pour que nous puissions nous positionner et éventuellement prévoir un calendrier de rencontres à nouveau avec les élus, connaître un petit peu les étapes du projet, puisque même si nous ne sommes pas forcément calidés, puisqu'il y a eu des déplacements, il y a eu des rencontres, il y a eu des acteurs qui sont venus montrer un peu ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que l'idée est déjà bien ficelée. Maintenant, des études vont être mises en place. Quels sont les calendriers prévus, en tout cas pour l'année 2019, pour savoir comment la collectivité pourra se positionner sur ce projet? Voilà, merci. Moi, je tiens à dire que je soutiens ce projet. D'autre part, une question aux techniciens, aux connaisseurs, parce que, bon, moi, je n'y connais rien. Est-ce que vous opteriez pour l'option internationale? Parce que j'ai entendu deux choses, soit l'option internationale ou les Roms uniquement martiniquais. Donc, c'est une question que je pose. Merci. Personne ne peut rester véritablement insensible devant un tel projet, surtout quand on est martiniquais et encore a fortiori quand on est franciscaine comme moi. Alors, Président, tu as bien eu raison de dire de ne pas municipaliser les choses, parce que dans mon silence fracassant, j'étais en train de penser, mais pourquoi pas le François qui a une intériorité d'usine? Voilà. Donc, ça, c'était pour la boutade, mais bien évidemment, ça sera certainement un projet martiniquais, mais ce que je voudrais effectivement que tous nos invités comprennent ici aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons que faire corps avec cette situation qui ne pourra que nous donner un relief supplémentaire pour notre tourisme. Et surtout, si véritablement vous allez du côté du Nord, on sait un petit peu tous les efforts qu'on a à faire pour permettre que le Nord soit attractif. Moi, je ne serai pas opposé. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'on aura prévu et l'emplacement, je suis preneuse et je crois qu'avec, comme vient de le dire, je souscris à tout ce qu'a dit le président Claude Lise. Et c'est bien pour cela que, quel que soit ce qui se passera par rapport à ce projet, je formule déjà le vœu que ça se réalise le plus vite que possible et pour le plus grand bonheur des Martiniquais et de tous ceux qui véritablement auront à venir nous voir. Merci. Merci, collègue Limier. Oui, bonjour à tous.
Je fais partie de la commission développement agricole. Comme les collègues, je soutiens le projet et je vais le soutenir d'autant plus 2 fois même parce que je suis originaire du Nord. J'ai bercé depuis mon enfance. J'ai vécu à Saint-Pierre qui a de Paz et j'ai travaillé dans le milieu touristique pendant près de 6 ans. Donc, je connais très, très bien le milieu touristique. Je connais très, très bien la filière canne, puisque mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils ont travaillé dans la canne. Donc, et c'était notre cheval de bataille, l'un de nos chevals de bataille lors de nos différents meetings politiques, où on disait qu'il fallait développer le Nord, parce que je suis du Nord et je constate que le Nord est le parent pauvre de la Martinique. C'est un petit peu le parent pauvre de la Martinique. Nos collègues, c'est une réalité. Et je crois que, même si je soutiens le collègue Bonplaisir en disant que ce serait bien pour Fort-de-France, peut-être il le voit d'une manière touristique, peut-être plus grand, le projet d'une manière plus grande, mais par rapport peut-être à la proximité de certains trucs. Mais je dis que le Nord a besoin de développement et ce serait un moteur de développement économique pour le Nord. Très bien. Merci. Collègue Jenny Dulis. Oui, merci. Bien, je suis du Nord, vous l'avez compris, et je pense qu'on va terminer par le Nord. Pour vous dire que j'adhère parfaitement à ce projet, puisque c'est pour la Martinique. Mais ce que je veux dire, il y a de la place dans le Nord, et beaucoup de personnes ignorent que sur mon territoire péléen, au Morne-Rouge, nous avons eu par le passé plus de 10 distilleries. On peut vous les citer. Et un petit secret, mais ne venez pas défoncer ma maison. J'ai eu la chance d'avoir eu comme cadeau une bouteille de rhum vieux des Gouttes. Le rhum des Gouttes. Pour certains, ceux qui y travaillent connaissent ce rhum. Donc, je l'ai chez moi, mais ne venez pas défoncer la maison. En tout cas, j'ai déjà l'emplacement au Morne-Rouge pour accueillir cette cité du rhum. Monsieur Larcher, vous avez bien entendu. Alors, merci de porter ce projet pour la Martinique qui en a tant besoin. Le décentraliser, je pense que ce sera la meilleure des choses. Merci. Merci, collègue Toul. Attends, Toul, je te donne la parole après et ensuite il y a Charles-Joseph Angélique. Bonjour à tous et à toutes. Marie-France Toul, deuxième vice-présidente de l'Assemblée, mais également présidente de la commission Affaires juridiques et textes et présidente du comité de l'eau et de la biodiversité. Je précise ça parce que c'est vrai que des fois, on a souvent tendance à opposer le secteur agricole avec tout ce qui est biodiversité, nature et eau. Et moi, je considère que nous pouvons très bien soutenir des projets autour d'une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est dire que je soutiens vraiment et fortement ce projet qui est pour moi un projet innovant, riche et aussi de nature à valoriser notre territoire, qui peut générer aussi de l'emploi et faire en sorte que notre jeunesse, parce que ça aussi il faut penser à demain, puisse rester dans notre territoire. Maintenant, j'ai entendu les uns et les autres dire qu'ils souhaiteraient que ça soit au nord, au sud et tout. Moi, je suis élu de Fort-de-France. Je ne vais pas dire que je me bats pour que ça soit sur Fort-de-France, mais je me battrai en tous les cas pour faire en sorte que ce projet puisse prendre vie en Martinique et que les Martiniquais, tous et toutes, puissent en profiter. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous auriez souhaité que nous manifestions notre soutien, parce que c'est vrai que le collègue Monplaisir l'a rappelé, les élus martiniquais lors des différentes plénières à l'unanimité ont toujours soutenu, défendu la filière sucre canne rhum et ont toujours montré lors des différents votes qu'ils adhéraient et qu'ils soutenaient la filière. Maintenant, comment souhaiteriez-vous qu'autour de ce projet, parce que j'ai bien compris que vous souhaitez avoir notre soutien, donc là on l'a tous manifesté oralement, mais comment vous voyez ce soutien, qu'on puisse, comment dirais-je, transcrire ce soutien? Il faut remettre les choses en plus, un projet qui va s'étaler sans doute sur au moins 2 années dans sa réalisation, donc, etc. Donc il faut ramener ça. C'est un projet qui est à la mesure de la collectivité, tout à fait à la portée de la collectivité, sur lequel la collectivité peut s'engager, à mon avis, sans aucune difficulté. Les élus sont quasiment, aujourd'hui en tout cas, unanimement prêts à soutenir ce projet. Madame Toul a raison de dire comment on peut faire maintenant de manière plus précise.
Donc, il ne faut pas que vous partiez sur le sentiment qu'il y ait des hésitations. Et puis moi, j'ai dit Fort-de-France, j'habite pas à Fort-de-France, je ne suis pas candidat à Fort-de-France, certains pensent peut-être que c'est ça. Je ne suis pas vous, hein, mais j'ai entendu dire ça. Mais ce n'est pas ça. Moi, je suis pour la construction. Non, mais je suis pour la construction de la Martinique. Et donc, c'est vous-même qui aviez au départ un peu imaginé que ça pourrait être Fort-de-France. Hein, c'est vous-même qui avez... Donc, moi, j'ai reporté un petit peu ça. Mais si vous voulez le mettre à Trinité ou à Saint-Pierre, moi, ça m'est égal, du moment que c'est en Martinique. Même au Morne Rouge, dont le rhum s'est écoulé, ce qui signifie que la qualité ne devait pas être si bonne que ça, ma chère Jenny, puisque vous n'en avez plus. Mais enfin, même au Morne Rouge, pourquoi pas? Je pense que c'est un projet qui doit être martiniquais. Mais malgré tout, sous réserve des éléments que vous allez, et vous avez raison, c'est là l'intérêt de l'étude. C'est est-ce qu'il y a la place, est-ce que ça va être assez grand, et ensuite, est-ce que ça ne va pas gêner quelque part, etc. Ça, c'est vous qui allez avec nous, vous allez nous expliquer comment, mais nous allons en débattre aussi. Mais mon point de vue, c'est que votre projet initial, qui était Fort-de-France, n'est pas illogique. Il n'est pas illogique, parce qu'il permet d'abord de ne pas avoir celui-ci ou celui-là qui dit on le fait près de chez moi, donc ça va m'arranger, ça va, etc. Et ensuite, il est clair que jusqu'à ce que, et ton idée aussi a un peu de sens, Saint-Pierre, jusqu'à ce qu'on ait un autre port où arrivent les bateaux de croisière de manière significative, c'est quand même à Fort-de-France qu'il y a 400 000 personnes qui descendent. Hein, et donc qui sont apportées à walking distance d'un endroit, et s'ils ont envie de visiter d'autres distilleries, ils prendront une voiture. Bon, voilà, mais voilà. Donc, vous aurez, en tout cas, et je l'ai entendu, vous aurez tout mon soutien, je te l'ai déjà dit, vous aurez tout mon soutien, et à vous de nous dire comment nous pouvons vous soutenir. Et je remercie le président d'avoir fait cette réunion, parce que déjà, le fait qu'on vous ait dit ça ici, collectivement, c'est déjà un engagement de notre part. Et on n'aura pas d'état d'âme. Moi, je n'aurai pas d'état d'âme. J'entends ce que dit mon ami, le président de la commission des finances, M. Branchi, mais nous allons débattre là-dessus, parce que je vais, avec d'autres, essayer de le convaincre qu'un projet comme ça, quand même, si la collectivité n'est pas capable de mettre quelques millions d'euros sur la table, avec en plus des fonds européens, avec etc., c'est que nous, c'est plus la peine. Hein, voilà. Et là, tu auras peut-être raison de nous fustiger, mais ce n'est pas le cas. Merci. Donc c'est un projet de grande envergure, et j'estime que c'est un projet que nous tous, nous devons être solidaires de façon à pouvoir développer ce projet et l'acter. Donc autrement, je dirais aussi que, comme a dit un peu tous les collègues, qu'il y a aussi j'ai la chance aussi, moi particulièrement, puisque c'est un peu, tout le monde vante un peu les régions, sa région. Je dirais aussi que Monsieur Larcher, donc moi je suis du Mont Larcher, d'ailleurs, j'habite le Mont Larcher. Il y a Monsieur Galette, il y a aussi un Galette chez moi, et qu'il y a une ancienne distillerie, une des premières distilleries de la Martinique, qui s'est trouvée au Diamant. Donc je dirais aussi que c'est aussi un point qu'on pourrait mettre au Diamant. Donc je soutiens à deux mains le projet. Et je pense que c'est un grand projet pour la Martinique. Et tous nous soyons soudés là-dessus, de façon qu'on puisse ensemble faire quelque chose pour la Martinique. Merci. Merci de nous afficher votre soutien. Sur des questions qui ont été posées au niveau du coût et du financement, juste pour vous donner une idée, on peut aussi être innovant et avoir effectivement une approche, un business model qui soit innovant. C'est ce qu'ils ont fait à Bordeaux, avec vraiment une assiette de financement qui était partagée entre Ville de Bordeaux 38%, Bordeaux Métropole qui est on va dire l'agglomération 10%, Nouvelle-Aquitaine 7%, CIVB des professionnels 7%, la Chambre de commerce et d'industrie 1%, le département de Gironde 1%, l'État 2%, l'Europe 15% et le mécénat 19%. C'est dire qu'en fait, eux, ils se sont aussi battus pour arriver à dimensionner financièrement leur projet, et ils ont mis pot commun. Voilà. Après, en termes de pourcentage, comment ? Les professionnels 7% sur Bordeaux.
Sachant qu'ils ont mobilisé l'Europe à hauteur de 15%, mais peut-être que sur un projet en Martinique, on pourrait être... Donc en fait, l'idée est effectivement après de voir comment on pourrait, et en termes de fonctionnement, la structure, comme le disait Charles tout à l'heure, est rentable grâce au taux de fréquentation, puisqu'il y a un ticket d'entrée, et complété par du mécénat régulier. Donc eux, ils ont vraiment créé leur business model autour de... alors sachant que le mécénat pour... Oui, et qui seront récupérés en tout cas, qui seront analysés plus spécifiquement dans l'étude. Sur la question du calendrier. Alors, pour ne rien vous cacher, dans la foulée de nos échanges, on se réunit pour finaliser les statuts de l'association de préfiguration. Donc aujourd'hui, l'idée étant qu'on puisse les déposer la semaine prochaine et qu'on puisse organiser la première réunion de cette association dès février. Comment eux encore ils ont fonctionné? Ils se sont réunis chaque semaine, donc en association de préfiguration, avec tous les acteurs. Ça veut dire que une fois qu'on a lancé cette association de préfiguration, l'idée est qu'on se réunisse régulièrement, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, avec les acteurs du projet. On pourrait très bien imaginer que comment les acteurs politiques pourraient vraiment associer et participer régulièrement à cette association pour être partie prenante du projet et suivre du coup à la fois le lancement des études, le résultat des études. Donc c'est à quoi sert cette association de préfiguration? C'est que tous les acteurs puissent se réunir régulièrement et c'est ce qu'ils ont fait en mode opératoire et ça a fonctionné et je pense qu'on ne va pas réinventer la poudre. C'est effectivement que cette association de préfiguration puisse nous permettre ensemble d'avancer et que ce soit un projet commun, un projet martiniquais. Donc on vous invite à pouvoir effectivement peut-être concrètement venir régulièrement à ces réunions d'associations de préfiguration en tant que membre pour pouvoir effectivement suivre le projet et voir comment chacun prend sa part du fonctionnement. Concernant donc le soutien, effectivement, c'est en participant à cette association et puis après effectivement on va monter des dossiers de fonds européens. Enfin il y aura effectivement des choses à faire. Donc sur le calendrier, je vous ai répondu sur les calendriers et donc du coup je vais laisser peut-être Charles parler du positionnement international ou pas. Oui, pour vraiment vous remercier effectivement du soutien que tous vous nous apportez. C'est vrai que alors comment est-ce que vous pouvez manifester le soutien? Peut-être que si on peut faire une suggestion, peut-être qu'une motion à la CTM serait une bonne idée, parce que c'est clair qu'il va falloir envoyer un message clair à nos voisins et à l'État du positionnement des élus de la Martinique sur le projet. Et rapidement, si on veut vraiment être les premiers, effectivement, peut-être ce qui permettra ensuite de médiatiser effectivement cette motion. Et si effectivement elle a la chance de requérir l'unanimité des élus, ce qui serait très bien, on pourrait effectivement vraiment dire qu'on a l'ensemble des élus qui sont aujourd'hui favorables de la Martinique, qui sont favorables à ce projet, et qu'on puisse avoir, au niveau de l'État, le préfet nous a effectivement reçu à l'époque où M. Massol était présent, et sur le spiritourisme, l'État effectivement a un regard plutôt favorable aussi sur cette approche. Alors sur la question effectivement de l'international, si on est cohérent avec l'ambition de devenir capitale mondiale du rhum, on est obligé d'être dans l'international. Je reconnais que dans notre filière, il peut y avoir débat, parce que c'est de dire, est-ce que ça ne va pas nuire au rhum de Martinique? Est-ce qu'on ne fait pas rentrer le loup dans la bergerie en mettant des rhums étrangers à la Martinique dans cette cité, concrètement? C'est vrai, mais c'est un risque, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, mais on est quand même le seul rhum AOC, et ça nous permet de nous positionner, si vous voulez, sur l'échiquier du rhum. Parce qu'on est tout petit. Hein. Le rhum agricole, au niveau mondial, c'est 5% de la production mondiale, quand on met le Brésil, avec la cachaça. Et 95% du monde, on fait du rhum industriel, avec 50% pour Bacardi. Donc on peut dire que le rhum de terroir, le rhum agricole, c'est le rhum de terroir, c'est effectivement 5%. La question effectivement de la relation à la Guadeloupe qui est évoquée dans l'union des bananiers, c'est une vraie question. Est-ce qu'on subit la compétition avec la Guadeloupe, ou est-ce qu'on va vers eux sur ce projet-là pour leur dire, essayons de voir comment sur ce projet trouver quelque chose. Il y a peut-être ça va être candide, mais enfin en se disant, est-ce qu'il y a peut-être une piste à chercher pour arriver à trouver peut-être un modus vivendi, pas se retrouver avec 2 projets complètement sur le même créneau en compétition,
auprès de l'État, ce serait peut-être un peu dommage. Voilà, il fallait peut-être trouver. Il faudrait peut-être trouver effectivement modus vivendi. Mais en tout cas, sur le côté international, nous, si vous voulez, aujourd'hui, on est présent dans le rhum martiniquais est présent dans 100 pays dans le monde. Et pour nous, il est très important que cette présence du rhum de la Martinique dans l'ensemble du monde se retrouve finalement dans la cité, puisque aujourd'hui, quand on va à l'extérieur, on dit effectivement aujourd'hui que le meilleur rhum du monde se fait dans la Caraïbe, et que le meilleur rhum de la Caraïbe, c'est le rhum martiniquais. C'est notre logique. Mais quand on va à l'extérieur aujourd'hui, la Guadeloupe aujourd'hui est présente dans 20 pays, 25 pays. Donc le côté aussi international, c'est un atout pour la Martinique, parce qu'on a une vraie avance réelle, concrète. Le rhum de la Martinique est présent depuis plus de 30 ans, 40 ans au Japon. On est tous au Japon. On est en Chine. Nous sommes enfin dans des pays où on ne nous attendrait pas. En tout cas, moi je crois que la suggestion d'une motion lors de notre prochaine plénière est une bonne suggestion. Mais donc il ne faut pas qu'on se laisse devancer, c'est ça que je veux dire. Sur le principe, hein, on est sur le principe. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Vous remercier vraiment, vous dire que nous avons même eu une démarche de dépôt de marque. C'est important aussi d'avoir cette démarche de dépôt de marque, parce que il fallait le faire pour qu'effectivement les choses soient protégées, et que vraiment on a vraiment le souci, quel que soit le lieu d'implantation, et comme le disait Monsieur Monplaisir, si effectivement ça devait être Fort-de-France, l'idée c'est vraiment que ce soit une porte ouverte vers le nord, le sud, le centre. Enfin, on est vraiment dans cette approche-là. Mais vraiment vous remercier de l'accueil que vous nous avez fait sur ce projet.